Bienvenue dans le débat. À Moscou, sur la place rouge, Vladimir Poutine a appelé ses troupes à remporter la victoire en Ukraine. Je cite, c'était ce matin dans son discours à l'occasion des commémorations de la victoire russe contre l'Allemagne nazie. Mais cette année, ce défilé du 9 mai s'est déroulé sous haute sécurité après une série d'attaques contre le Kremlin la semaine dernière. Des manifestations dans plusieurs villes ont été annulées. Poutine n'en a pas moins comparé la Seconde Guerre mondiale à, je cite, cette catastrophe qui se déroule en Ukraine, a-t-il dit. Dans le même temps, Ursula von der Leyen est à Kiev pour afficher le soutien de l'Europe à l'Ukraine. L'Europe qui a été au centre du discours de Volodymyr Zelensky. Hier, le président ukrainien a affirmé que son pays allait célébrer désormais la victoire contre l'Allemagne nazie, non plus le 9 mais le 8 mai, comme les Européens. Zelensky a ajouté que son pays vaincrait la Russie comme les nazis. Le président ukrainien reprend aussi cette référence à la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va revenir sur le discours de Vladimir Poutine. Que révèle-t-il finalement du président russe 1 an et 3 mois après le début de l'invasion en Ukraine? Quid du discours de Zelensky et de la présence de la présidente de la Commission à Kiev? Cette date du 9 mai est-elle devenue clé dans le récit sur la guerre en Ukraine? Et sur le terrain, où en est-on entre la colère de Prigojine et la préparation de la contre-offensive en Ukraine? Eh bien, on va en débattre avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Virginie Pironneau. Bonsoir Virginie, vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France, ancienne correspondante à Moscou. Bienvenue à vous. En face de vous, Jean de Glignasti, bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de La Russie, un nouvel échiquier, c'est aux éditions Erol. Bienvenue également dans le débat. Thierry Volton est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques, auteur de Une histoire mondiale du communisme. Et puis nous avons avec nous Régis Janté qui est avec nous donc en direct de Tbilissi en Géorgie. Bonsoir Régis. Bonsoir. Correspondant de France 24 et RFI, co-auteur avec Stéphane Suan de Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros. Vladimir Poutine a estimé aujourd'hui que le monde était à un tournant. Voilà ce qu'il a dit, le président russe. Il a accusé les pays occidentaux d'orchestrer une guerre contre la Russie. On fait un récap justement de son discours avec Marc Pope. Des milliers de soldats, des chars ou encore des missiles nucléaires. En ce 9 mai, la Russie fait sa démonstration militaire annuelle. Cette année encore, les défilés commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie sont l'occasion pour Vladimir Poutine de répéter la propagande russe en pleine guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, la civilisation est à nouveau à un tournant décisif. Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie. Nous avons repoussé le terrorisme international. Nous protégerons les habitants du Donbass. Nous assurons notre sécurité. Un discours formel d'une dizaine de minutes destiné aux soldats qui combattent sur le front ukrainien. 530 d'entre eux étaient d'ailleurs présents lors du défilé, selon Moscou. Un discours également destiné aux Russes qui ne combattent pas, alors qu'une nouvelle vague de mobilisation pourrait bientôt être annoncée. Nous sommes fiers des participants à l'opération militaire spéciale, de tous ceux qui se battent sur la ligne de front, qui apportent leur soutien sous le feu, qui secourent les blessés. Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. Mais derrière la propagande, la réalité est tout autre. Plusieurs défilés ont ainsi été annulés partout dans le pays par crainte d'une attaque ukrainienne. Sur le front, l'armée est enlisée et subit de lourdes pertes. Dans une longue diatribe publiée ce 9 mai, le chef de la milice Wagner accuse ainsi les autorités militaires de tromper Vladimir Poutine. Selon lui, de nombreux militaires russes fuient les combats à Bakhmout. Thierry Volton, je commence par vous parce que vous êtes l'historien de ce plateau. Pour replacer cette parade, ce défilé du 9 mai, c'est une fête populaire en Russie. C'est quoi le socle de l'unité nationale à l'origine? C'est une fête assez populaire d'abord parce que, évidemment, la Russie a perdu énormément d'hommes pendant cette guerre, soyons clairs. On est entre 20 et 27 millions, plutôt 27 millions sans doute. Donc en plus, c'est une occasion de faire la fête et à l'époque soviétique en tout cas, de se saouler de fête. Ça paraît bête, mais c'est très important. S'il y a la vodka, etc., c'est pas forcément le cas
cas avant. Alors maintenant, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, j'entends bien, mais c'est donc une fête aussi, une occasion de faire la fête avec sa famille et tout ça. Bon, et cette fois, c'était différent, du coup? Oh bah oui, parce que je veux dire, d'abord, on est dans un contexte de guerre, ce qui était quand même... Alors, ça ne veut pas dire que sous l'époque soviétique, on n'était pas dans un contexte de guerre. Enfin, là, on est vraiment dans un contexte de guerre, dans le sens où aux portes de la Russie, il y a quand même deux armées qui s'affrontent, et donc c'est assez différent. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est à étudier, c'est l'utilité que fait Poutine de cette mémoire, qui est une vraie mémoire qui a touché à peu près toutes les familles russes, compte tenu du nombre de morts, son utilité pour lui et le récit qu'il a construit autour de cette mémoire. Et il est dans un espèce de système assez fort clos. Et je dis, on pourrait dire que dans l'esprit de Poutine, c'est un peu une guerre sans fin. C'est-à-dire qu'elle c'est pas terminé comme nous en le 9 mai 1945. En vérité, elle continue encore aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, il fait un discours sur le fascisme à vaincre, etc. Donc, il est encore dans ce temps-là, alors que nous avons fermé la porte, si je puis dire, à cette mémoire. C'est une instrumentalisation de l'histoire qu'il fait. Bien sûr. Une distorsion historique, on peut dire? Oui, enfin, non, parce que de fait, la guerre a existé, donc c'est pas une distorsion. C'est plutôt une utilisation de propagande de cette guerre et qui, évidemment, galvanise une partie de la population, mais pas tous, surtout les jeunes qui, à mon avis, n'ont pas forcément cette mémoire-là. Ça marche sans doute sur une génération plus ancienne. Bon, voilà. Et puis, c'est bien un côté, le discours nationaliste. Alors, le nationalisme, ça paye dans tous les pays, donc évidemment, ça aide beaucoup à mobiliser éventuellement les gens contre la situation actuelle. Jean de Guignassi, il utilise le mot guerre, me semble-t-il, pour la première fois cette fois, alors qu'avant on parlait d'opérations spéciales. Donc il parle d'un tournant aussi, un tournant. La civilisation est à nouveau à un tournant. Voilà, ce sont ces mots. Oui, alors il y a beaucoup d'aspects dans ce discours, mais effectivement, le mot guerre est un mot important. C'est la première fois qu'on l'entend une fois. Il y a un autre aspect, une tonalité, qui n'est pas une tonalité triomphante et victorieuse. Il parle des blessés, il parle de ceux qui souffrent, etc. Et donc, on dirait qu'il installe les Russes dans le sentiment que ça commence à branler dans le manche. Ça, c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Et puis, il y a l'élément diplomatique, c'est que malgré tout, pour la Russie, c'est un exploit d'avoir réuni les 5 pays d'Asie centrale sur lesquels... Il y en a 7 ou 5 ou 7 5 pays d'Asie centrale en dehors. Ils étaient 8 chefs d'État avec Vladimir Poutine. Voilà, dont les 5 pays d'Asie centrale sur lesquels on avait pu penser que à la dernière réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai et de l'Organisation de traité de sécurité collective, ça commençait à grogner avec la guerre. Là, il les a réunis autour de lui. C'est intéressant pour eux. Intéressant, Virginie, vous qui revenez d'ailleurs du Kazakhstan, d'avoir réuni effectivement ces pays d'Asie centrale. On sait qu'il était en froid plutôt avec le président kazakh. Oui, mais en même temps, le président kazakh n'a pas vraiment le choix que d'être sur la place rouge le 9 mai, parce que quand même, il y a énormément d'échanges économiques et on sait que politiquement, Tokayev a sauvé sa place à la tête du pays, à la tête du Kazakhstan, grâce aux forces russes l'année dernière. Donc il y avait des présidents, effectivement, Mais pourquoi l'ont-ils fait? Pour montrer leur soutien à Poutine? Oui, ils viennent pour montrer leur soutien et parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent pour la plupart rester au pouvoir. Mais alors c'est vrai que la photo pouvait quand même poser question, parce que quand on voit Vladimir Poutine, qui n'a aujourd'hui comme seul soutien que des chefs d'État qui se sentent quand même plus ou moins obligés d'être là. On avait également le président de l'Arménie, Nicole Pachinian, qui n'est pas aujourd'hui, à proprement parler, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit très pro-russe et très pro-Vladimir Poutine, mais il n'avait pas le choix, il devait être là. Après, sur ce qu'on peut retenir, il me semble, de ce défilé aujourd'hui, c'est que ça n'était pas un grand défilé pour la Russie. Le discours de Vladimir Poutine a duré 10 minutes. Il n'a rien dit qu'on ne sache déjà. Il y a eu 50 véhicules militaires qui ont défilé au lieu de 200 d'habitude. Donc un petit défilé. Un petit défilé et de petites commémorations à travers tout le pays. Des annulations d'ailleurs. Vous l'avez dit en introduction, il y a une vingtaine de villes, dont celle de Belgorod qui est à la frontière avec l'Ukraine, qui ont annulé leurs festivités, de peur aussi d'être des cibles pour l'Ukraine aujourd'hui. D'accord. Quand on est de l'autre côté de la frontière. Donc ça veut dire qu'il y a un peu une approche, Régis, pour vous faire réagir là-dessus. C'est quoi? C'est une approche un peu paranoïaque, que tout d'un coup, on n'ait plus envie de fêter même cette commémoration aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des annulations d'autant de défilés?
dans les régions russes, probablement à cause du risque sécuritaire, effectivement. Après, il y en a eu dans plein de villes russes, parfois même avec aussi d'ailleurs des véhicules militaires qui étaient très peu nombreux. Virginie Pironon a raison de le souligner, c'est sans doute important. Très peu nombreux à Moscou. Un seul char, je crois, un T-34 de la Deuxième Guerre mondiale, mais on avait des chars ailleurs, dans d'autres régions, à Omsk, etc., dans la Russie, parfois très loin du front ukrainien. Donc le problème n'est pas qu'il n'y en a plus à faire défiler sur la place rouge. Une des choses que je lis ce soir dans des chaînes Telegram d'Asie centrale, et c'est vraiment à prendre avec précaution, mais c'est aussi qu'il a été pas si facile que ça pour le président russe d'inviter ses homologues d'Asie centrale notamment, dont on a parlé, et que ceux-ci qui ne veulent pas être vraiment, qui ne veulent pas du tout être associés à la guerre en Ukraine, eh bien auraient posé comme condition, je pense à une chaîne Telegram assez proche du pouvoir, ou très proche même du pouvoir kazakh, qui dit cela ce soir, et que les conditions posées, en tout cas suggérées par les dirigeants d'Asie centrale, étaient qu'ils ne voulaient pas que ce soit un défilé trop militaire, et puis à cette condition, ils acceptaient d'être sur la place rouge. Je ne suis pas certain que ce soit la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit un peu ce soir en Asie centrale, effectivement. Une Asie centrale qui est qui prend évidemment cette question ukrainienne très au sérieux, qui les inquiète énormément. Et l'an passé, je rappelle, pour le même défilé en 2022, eh bien, ceux-ci, j'avais fait un papier pour RFI à l'époque, eh bien, avaient été tous très prudents. Par exemple, au Kazakhstan, on avait annulé la partie militaire, le défilé en tant que tel de ces commémorations. On avait commémoré, bien sûr, par ailleurs, mais en tout cas, annulé la partie militaire pour vraiment se distancier de M. Poutine et de l'instrumentalisation qu'il fait toujours de la Deuxième Guerre mondiale. Et Thierry Volton, pourquoi est-ce qu'il parle tout de même de tournant? La civilisation est à nouveau à un tournant. Il a voulu marquer le coup. Il n'a pas tort. Dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on est à un tournant, parce que cette guerre introduit quand même des éléments qui n'existaient pas auparavant depuis 1945, honnêtement, sur la terre européenne. Mais le tournant, c'était déjà l'année dernière. Non, mais oui. Là, je pense effectivement. En plus, alors, il faut quand même savoir que sur le terrain, ça se passe pas formidablement bien en ce qui concerne l'armée russe. Ils ont perdu énormément d'hommes, énormément de matériel, etc. Donc, c'est révélateur justement de cela. Je pense, oui. Alors moi, contrairement à ce que disait Régis, je pense que, alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres régions, je suis bien moins informé que lui, mais le fait qu'il y ait assez peu de matériel militaire qui défile à Moscou est peut-être aussi un signe que l'armée russe n'a pas beaucoup. Je ne dis pas qu'elle n'en a plus, mais elle n'a pas forcément tout le matériel qu'elle aimerait avoir pour faire un beau défilé bien militaire, etc. Donc, quand il parle d'un tournant, bon, en vérité, il est dans un... Bon, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est dans une espèce de logique, une surréalité, je dirais, historico-présente, une espèce d'interstice assez bizarre, dans une troisième zone, si je puis dire. Bon, et donc, il est dans cette espèce de pensée dans laquelle il est très difficile que nous entrions, nous, c'est-à-dire les gens plus raisonnables ou les gens qui n'ont pas cette pensée-là, en tout cas, les dirigeants occidentaux, voilà. Et donc, il sait très bien, il comprend bien que dans cette pensée-là, même s'il est enfermé dans cette pensée, il voit bien quand même que ça ne marche pas trop, quand même, si je puis dire. Alors donc, il est obligé de rajouter à chaque fois, si vous voulez, sur la table de l'importance. Donc, quand il parle d'un tournant, il se dit, écoutez, c'est maintenant, c'est oui ou non. C'est-à-dire que soit on disparaît, soit on... Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai fini là-dessus. Il est très intéressant qu'il ait placé quand même dans son discours l'idée que c'est nous contre eux. Et eux, c'est le reste que du monde, si je puis dire. Hein. Donc, on n'est plus dans un petit combat, si je puis dire, entre la Russie et l'Ukraine pour lutter contre les nazis. On est dans un combat frontal entre notre monde et l'autre monde. Voilà, Jean de Glignassi, il a parlé aussi des Ukrainiens devenus l'otage d'un coup d'État et simple monnaie d'échange dans les mains de l'Occident. Ça aussi, c'est un peu nouveau d'avoir parlé des Ukrainiens. Oh, pas vraiment, parce que... Dans un discours, justement, commémoration... Oui, mais c'est dans la logique du discours qui est tenu depuis le discours du 21 juillet. Ils sont un seul peuple, donc forcément les Ukrainiens, c'est les frères des Russes, donc on les a induits en erreur. Donc c'est l'Occident qui... le nationalisme ukrainien est nié de cette façon. Alors c'est un discours qui a été tenu depuis des années, en fait. Hein. Régis, vous êtes d'accord? Il a aussi, d'ailleurs, en parlant des frontières, il me semble qu'il n'a parlé que du Donbass et pas du tout, par exemple, de la Crimée.
Non, effectivement, entièrement d'accord avec l'ambassadeur de Glinasti sur cette question. Sur le tournant, je voudrais un petit peu insister là-dessus. Bon, effectivement, comme c'est sans doute une forme de vernis, histoire de donner un peu de teneur et de grandeur à la guerre en Ukraine qui se passe très très mal pour la Russie, comme nous le savons, et qui a sans doute à l'origine dans la décision russe de faire, ou de M. Poutine, de faire la guerre, des ambitions beaucoup moins, comment dire, civilisationnelles en réalité. Même si ça existe, j'ai l'impression que ça fait écho aussi, et d'ailleurs il a cité la Chine dans son discours aujourd'hui, je crois. Ça fait écho à ce que dit visiblement Xi Jinping à Poutine, et lorsqu'il y a eu la visite récente à Moscou, par exemple, on a surpris une conversation après le dîner de gala, une caméra était là, et on entend le président chinois dire à monsieur Poutine, c'est un tournant, nous sommes dans un moment de l'histoire qu'on n'a jamais vu depuis 100 ans, et ce dont il semble être question à ce moment-là, c'est en fait le fait que pour la première fois, en s'alliant la Chine, la Russie, ou la Chine en épaulant la Russie, au moins diplomatiquement en Ukraine, eh bien, est en mesure de défier en quelque sorte la domination de l'Occident sur la scène internationale mondiale. Et j'ai l'impression, mais ça n'est que mon hypothèse, si j'ose dire, mais que d'une certaine façon, c'est à cela qu'il fait écho dans cette phrase. Virginie. Oui, et puis je souscris tout à fait à ce que vient de dire Régis. Rappelez-vous de la proposition du plan de paix chinois qui, par ce biais-là, essaie de se remettre en selle du point de vue international. Après, pour Vladimir Poutine, ces cérémonies du 9 mai, c'est aussi l'occasion, et je pense qu'on va en parler par la suite, de s'adresser à son peuple et à la Russie. Et là où on peut voir que tout ne va pas si bien, c'est qu'il a annulé un outil dont il se servait déjà depuis quelques années, c'est le régiment des Immortels. Alors justement, il n'y a pas eu de défilé du régiment des Immortels. Il faisait défiler des Russes, qui étaient des centaines de milliers, qui venaient avec des portraits de leurs proches perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, ça n'a pas été le cas. Et ce qui a été avancé par les autorités, c'est que c'était des raisons de sécurité suite, vous savez, à cette, entre guillemets, il faut mettre beaucoup de guillemets, à cette attaque de drone qui a eu lieu la semaine dernière sur les toits du Kremlin. Donc ça, c'est la raison officielle. Et là, voilà, ça, c'était la raison officielle. Et la raison officieuse, ce serait que le pouvoir avait bien trop peur que des Russes se mettent à brandir des portraits de soldats russes morts au front. Ça serait la vraie raison. Oui, c'est absolument. Oui. Et d'ailleurs, ils ont remplacé ça sur Internet, où chacun pouvait mettre ses photos qui est contrôlé bien sûr par le pouvoir, puisque l'Internet est contrôlé par le pouvoir. Donc chacun pouvait mettre des photos de ses proches pour la mémoire du 9 mai 45. Et donc, alors qu'évidemment, ce qu'ils avaient peur, c'est que les gens brandissent des... Donc là, ils risquaient rien, parce qu'évidemment, sur Internet, ils contrôlaient les photos. Mais qu'est-ce que ça dit justement sur le pouvoir, sur le Kremlin? Qu'il est effectivement affaibli, fragilisé? Ça, je ne sais pas si on peut vraiment le dire, mais encore une fois, il y a le précédent. Le seul précédent qu'on peut rappeler, si je puis dire, c'est l'Afghanistan, de la guerre d'Afghanistan en 79-89, qui a fait à peu près 10 000 morts, donc beaucoup moins que ce qui est actuellement le cas. Et on sait qu'en partie, quand même, lorsque les morts des soldats sont revenus sur le territoire russe, dans des cercueils de zinc, comme on les appelait, il y a eu quand même une espèce de mécontentement populaire des femmes et des épouses. Et donc, je crois quand même qu'il craint beaucoup ça, parce que il craint cet aspect-là. D'ailleurs, il faut faire attention, parce que ce qu'on sait très peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de corps qui sont rapatriés, d'après ce que l'on sait des morts, alors qu'il y a quand même des dizaines de milliers de morts. Ils sont quelquefois brûlés sur place, ils sont aussi laissés sur le terrain, en train de pourrir. Et puis, il y a aussi des ordres qui ont été donnés, et ça, on le sait assez peu, que si les corps sont rapatriés dans certaines villes et remis aux familles, il faut que ça ne soit pas plus de 2 corps par jour. Donc ça veut dire que pour justement essayer de ne pas avoir un espèce d'émeute, si je puis dire, ou en tout cas de mouvement populaire qui réclament les corps de leurs enfants ou de leurs époux. Régis, vous avez ce type d'infos aussi ? Oui, absolument, c'est juste. Et d'ailleurs, Prigojine, le patron, disons, de cette milice Wagner, a donné par exemple un chiffre ces derniers jours parlant à propos d'une journée, par exemple, il parlait d'une centaine de morts simplement à Barmout, donc simplement dans cette partie-là, qui est certes certainement celle aujourd'hui où il y a le plus de combats, mais c'est une centaine par jour. Vous voyez, c'est énorme, et c'est simplement pour ce qui concerne la milice Wagner. Donc, et c'est effectivement les chiffres qu'on entend très importants
important. Le projet médiatique entre la BBC, le service russe, et Mediazona, un média russe par exemple, fait le calcul chaque jour des morts que l'on peut recenser sur des sources ouvertes, donc vraiment absolument certaines, via les médias sociaux, les déclarations des familles ou des déclarations officielles. Et rien que ça, qui est donc un chiffre très minimal, rien que là, on en est à 22 000, mais c'est vraiment très minimal. La réalité est peut-être deux fois cela, ou peut-être même plus. On va revenir justement sur ce que dit Prigojine, mais en parallèle de ce 9 mai russe, poutinien, il y a le 9 mai Zelensky, puisque le président ukrainien, lui, a exhorté aujourd'hui l'Union européenne à se décider à ouvrir des négociations. Il a reçu la présidente de la Commission européenne aujourd'hui à Kiev, Ursula von der Leyen. On va écouter Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, je soumets un projet de loi au Parlement ukrainien. Il propose que le 8 mai soit la journée du souvenir et de la victoire sur le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Nous n'oublierons jamais la contribution du peuple ukrainien à la victoire sur le nazisme. Et nous ne permettrons à personne d'effacer le rôle des Ukrainiens dans cette victoire. Notre peuple, cette génération dont nous chérissons la mémoire dans presque toutes les familles. Jean de Guignassi, ce 8 mai maintenant devient quoi, essentiel dans le récit, y compris ukrainien? Effectivement, les Ukrainiens ont payé un tribut très très lourd à la victoire de l'Union soviétique sur le nazisme. Ils le savent, ils s'en souviennent. Simplement, ils veulent marquer que c'est pas une fête russe, c'est une fête ukrainienne. Et donc la fête ukrainienne, c'est une fête occidentale. Et donc c'est le 8 mai, date occidentale, alors que le 9 mai, c'est la date russe. Et le 9 mai, en revanche, au moment de la date russe, ils en font la fête de l'Europe. C'est la fête de l'Europe. Et tous les espoirs de l'Ukraine de rentrer dans l'Europe sont contenus dans la célébration de cette fête. Je voudrais rajouter une chose. Je ne craignais pas, pour ma part, qu'il y ait des drones ou des missiles ukrainiens sur le défilé du 9 mai. La victoire contre le nazisme, c'est aussi une victoire ukrainienne. Et donc, il ne se serait pas fait accuser d'avoir gâché l'anniversaire de la fête contre le nazisme. Car c'est une fête ukrainienne. C'est une fête ukrainienne, c'est ce qu'il a voulu signifier. Je voudrais simplement dire qu'il y a eu 3 millions de morts ukrainiens pendant la guerre, 3 millions dans les rues, dans les rangs de l'armée rouge, 3 millions d'Ukrainiens qui sont morts dans les rangs de l'armée rouge. Et il y a une chose qui est très intéressante à noter dans ce qu'a dit Zelensky, pour moi, en tout cas à mon avis, il a dit la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939-1941. Or, la Seconde Guerre mondiale, dans le récit soviétique qu'a repris Poutine, c'est pas 1939-1945, c'est 1941-1945. C'est-à-dire qu'on gomme l'alliance germano-soviétique et du pacte. Tandis que là, il reprend, en faisant ça, il reprend donc... en vérité, c'est un geste politique, en fait, à mon avis. C'est un geste politique de sa part. Il veut, en s'intégrant dans ce 8 mai et en rappelant que la Seconde Guerre mondiale était 39-45 et non pas 41-45, eh bien, il fait un geste vis-à-vis de l'Occident. Il se range du côté de l'histoire occidentale, si je puis dire, et il rompt avec la mémoire soviétique qui a été celle de tous les pays socialistes pendant 50 ans. Mais est-ce que c'est habile de le faire? Est-ce qu'on ne va pas lui reprocher justement lui-même de manipuler l'histoire? Non, je ne crois pas. D'abord, c'est la vérité. Excusez-moi, la guerre a fait... La vérité, c'est que la guerre, c'est 39-45 et non pas 40-45. Donc ça, c'est vraiment la vérité. En plus, quand même, comme l'a dit l'ambassadeur, les Ukrainiens ont la légitimité de leur mort, si je puis dire, puisque 3 millions, c'est pas rien par rapport à 19 ou 27 millions selon les chiffres qu'on donne en ce qui concerne les morts totaux de l'armée rouge, enfin des soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Ça serait malvenu à tout point de vue, je trouve. Virginie, en tout cas, ça l'aide à parler d'Europe, à remettre sur la table donc, ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Il a eu manifestement une vraie discussion avec Ursula von der Leyen à Kiev. On n'était pas que dans le symbole. Exactement. Bon, c'était déjà un très beau symbole, en effet, que Ursula von der Leyen soit pour le 9 mai, jour de l'Europe, en Ukraine. Et elle a eu des mots assez forts cette fois-ci, puisqu'elle a dit que l'Union européenne pouvait essayer de rendre possible ce qui avait été impossible jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'Ukraine puisse à terme rentrer dans l'Union européenne. Ce à quoi Zelensky a quand même répondu qu'il fallait que ça aille un peu plus vite que prévu, parce que si on suit le calendrier, ça pourrait durer encore entre 6 et 10 ans. Et ça, les Ukrainiens aujourd'hui le disent, ils ne peuvent pas se le permettre. Et Régis, il y a eu des vraies négociations entre Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, on n'était pas que dans le symbole.
J'avoue ne pas avoir d'informations, donc j'ai plutôt l'impression qu'on était dans l'affichage et dans le symbole, mais c'est effectivement très, très important dans ce cadre. Enfin, en tout cas, on apprend ce 9 mai aussi qu'il va y avoir une nouvelle aide américaine de 1,2 milliard d'assistance militaire à Volodymyr Zelensky. Et là, ce n'était pas tout à fait un hasard de calendrier, si? Pas du tout, et là effectivement on n'est plus du tout dans le symbole, effectivement, et ça c'est extrêmement important à l'évidence. Mais ce n'est pas ce que veut aujourd'hui Zelensky. Il a obtenu, aujourd'hui a été annoncée cette aide aussi européenne d'1 million d'obus d'artillerie. Mais ce qu'il réclame depuis des mois, c'est quoi? C'est pour pouvoir défendre le ciel de l'Ukraine. Il réclame des avions. Et ça, pour l'instant, il en a reçu très peu. Il réclame des F-16 de fabrication américaine, de conception américaine. Et tout ce qu'il a obtenu maintenant, même si c'est un début et que la brèche est peut-être ouverte, ce sont des MiG-29 que viennent de lui donner la Pologne. Il y a 10 avions qui viennent d'arriver sur le territoire ukrainien. Et la Slovaquie, qui lui en a donné, je crois, 14. Mais c'est pour l'instant très peu, et les Européens n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Et justement, les avions donc, ne font pas partie de ce paquet de 1,2 milliard d'assistance militaire annoncé aujourd'hui. Parce que les États-Unis sont très réticents aujourd'hui à donner des avions à Volodymyr Zelensky et à l'Ukraine. Oui, le jour où les Américains décideront de donner les avions, les Européens débloqueront. Il y a des F-16, il y en a à l'appel un peu partout. C'est des avions d'ailleurs de conception assez ancienne. Mais il y a quand même une contradiction difficile à surmonter. C'est-à-dire que l'Ukraine doit vaincre très vite. Parce que rentrer dans l'Union européenne et rentrer dans l'OTAN, on ne peut pas être en guerre pour rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Il faut que la situation soit réglée. Et donc, effectivement, il y a une obligation de résultat assez rapide de la part de l'Ukraine, et Zelensky est un peu pris à la gorge sur ce plan. Alors justement, on va parler un peu de ce qui se passe sur le terrain. Ces récits politiques s'établissent sur fond de cette guerre qui dure entre dissension côté russe et préparation d'une contre-offensive côté ukrainien. Côté russe, donc, Yevgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, qui accuse les soldats de l'armée régulière d'avoir fui leur position à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Prigojine qui accuse l'État russe d'être incapable de défendre la Russie. On va l'écouter. Il y a un crime en cours, ça s'appelle destruction du peuple russe et trahison à la patrie. Un petit tas de personnes en est responsable, mais je suis sûr que le contre-espionnage militaire et les services de sécurité vont trouver les coupables. En attendant, le plus important, c'est de fournir tout le monde avec les munitions qui reposent dans les stocks. Hier, ils ont fait une réunion où ils nous ont accordé 10% de ce que nous demandions. Ils nous ont menti effrontément. On ne quitte pas Bakhmout. On tiendra le bras de fer pendant quelques jours encore. Ensuite, on verra. Bon, Thierry Volton, il y a toujours ce bras de fer entre Prigojine et Shoigu, le ministre de la Défense. Oui, l'État russe, il a dit qu'il allait se retirer de Bakhmout, finalement il reste, mais il continue à dire qu'il n'y a pas suffisamment de munitions. Excusez-moi, Prigojine, c'est un personnage très très intéressant. C'est un gangster, tout ce que vous voulez, aucune moralité là-dessus. Mais moi, j'avoue que ce qui me surprend à chaque fois, c'est qu'il rompt avec la langue de bois habituelle. Ce qu'il dit est quand même incroyable. Et si jamais... Parce qu'il y a des gens qui disent Poutine, il gêne Poutine. Je ne crois pas une seconde qu'il gêne pas Poutine. Mais non, parce qu'il aurait déjà disparu. Excusez-moi, Poutine a les moyens de faire disparaître Prigojine. Soyons clairs. Mais il joue un rôle d'agitateur. Non, mais bien sûr, il joue le rôle du fou du roi, à mon avis, ou d'aiguillon, si je puis dire. Et il pique un peu tout ça, parce qu'il réveille un peu tout ça. Parce que, alors, il y a un truc, quelque chose qu'il a dit qui j'en doute un peu, mais enfin, il a dit les munitions qui reposent dans les stocks. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de munitions que ça qui sont dans les stocks, parce que les Russes ont considérablement utilisé des munitions dans l'offensive première, mais considérablement. Ils ont fait, ils ont bombardé à tir-larigot. Mais ils ne sont pas dans une économie de guerre qui leur permette d'avoir suffisamment de munitions? Oui, mais enfin, vous savez, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste, je suis pas un armurier ni un spécialiste de la guerre, mais je pense que ça se fabrique pas comme ça. Il faut d'abord du matériel, il faut de l'explosif, il faut du métal, il faut etc. Donc, je pense qu'on peut en faire un certain nombre, mais regardez, les Occidentaux sont bien eux aussi un peu à l'os en ce qui concerne l'armement. Donc c'est bien, et on est tous ensemble là. Je veux dire, alors c'est vrai que l'Europe a beaucoup désarmé, bon, mais quand même, donc ça veut dire que on peut comprendre que la Russie a quand même quelques difficultés au niveau de ses munitions. Vous pouvez rebondir, Virginie, sur ce que vient de dire Thierry Volton. Est-ce que ça veut dire que c'est dans l'intérêt, finalement, de Vladimir Poutine d'avoir son fou du roi? Écoutez, c'est vrai, moi je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire sur ce fou du roi qui aurait cette parole libre et qui pourrait de temps en temps secouer les choses. C'est vrai qu'il a des paroles très très crues envers le chef d'état-major des armées, Gerasimov, envers Shoigu, qu'il n'ait pas obtenu ses munitions. Effectivement, il dit qu'il en a reçu que 10%. Mais je note quand même
que vendredi dernier, Prigojine avait dit effectivement qu'il se retirait de Bakhmout s'il n'avait pas ses munitions le 10 mai, et que déjà, nous sommes le 9, et que déjà il se dit, en fait, on se retirera, mais plus tard. Donc, que vaut sa parole? On sait que sa parole ne vaut pas grand-chose, et que déjà, on voit qu'il cherche un bras de fer, mais il n'est pas du tout certain de l'emporter. À votre avis? Moi, je partage l'analyse du fou du roi de Thierry Bolton, mais il y a quand même un élément qui me trouble un peu. Alors, il est clair que Poutine a fait appel à Prigojine pour boucher un trou après la défaite de Kharkov en septembre. Il avait besoin d'effectifs et là, il a appelé Wagner. Puis ensuite, Prigojine a pris une dimension plus politique. Donc Poutine essaye de l'utiliser, mais quand on regarde, il y a une multiplication des milices un peu partout dans le pays. Gazprom a créé la sienne, les oligarques ont les leurs, etc. Donc il n'y a plus le monopole des milices. Honnêtement, on peut se poser, j'approuve la prudence, c'est très difficile de juger de l'évolution du régime de la Russie, mais il y a des éléments qui sont quand même un peu étonnants, parce que quand on voit ce qu'est le crédit normal de l'armée rouge, qu'on a voulu justement valoriser, etc., laisser Prigojine éructer comme ça, ça montre quelque part une gêne quand même du pouvoir. Vous êtes d'accord, Régis? Il y a une gêne du côté de Poutine, ou au contraire, est-ce que ça le sert au président russe? Même si ça le sert, effectivement, le fait de laisser son ministre de la Défense et le chef d'état-major être insulté de la plus basse, la plus vulgaire des façons, quasiment, c'est quand même quelque chose qui montre qu'il y a une concession quelque part. Et ce dont on n'est pas certain, c'est une vraie question, c'est dans quelle mesure M. Poutine a effectivement la main sur ces hommes. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il est complètement dépassé, mais probablement qu'il n'a pas non plus complètement le contrôle. Et vous savez, le pouvoir en Russie, c'est aussi une mise en scène de pouvoir. C'est une manière de dire qu'on est puissant, mais parfois il s'agit, même M. Poutine n'est pas si puissant que cela, en tout cas pas sur toutes les questions, et notamment sur ces questions de lutte intra-élite, quoi. Je crois qu'une des questions importantes, c'est qu'effectivement, Prigojine, qui est quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas lire à travers aussi le bluff qu'il utilise en permanence à tous les niveaux, c'est quelqu'un qui, pour exister au sein de cette élite, de ces cercles dirigeants, a besoin de bluffer, parce qu'il est en quelque sorte marginal, c'est pas quelqu'un de l'élite, il sort de prison, c'est quelqu'un qui a le corps tatoué comme les prisonniers des prisons soviétiques, etc. Et c'est quelqu'un qui politise en fait la problématique de Bakhmout sur les images qu'on est en train de voir à l'antenne. Mais effectivement, quand je lis un peu des experts occidentaux, experts militaires, ils disent qu'effectivement il y a une vraie problématique de l'approvisionnement, d'un manque d'armement. Et d'ailleurs, M. Shoigu, il y a quelques jours ou quelques semaines, je crois, était allé dans des usines et avait abordé ce problème. Donc il y a sans doute un vrai problème de fourniture, de production, de logistique ensuite, qui pourrait expliquer le fait que Prigojine n'est pas approvisionné, et lui, pour sauver la face, pour montrer qu'il est celui qui est le meilleur d'entre les meilleurs autour de M. Poutine, eh bien, culpabilise l'armée dans les échecs, parce qu'on voit cet acharnement autour de Bakhmout depuis 6 mois à peu près. C'est une petite ville en réalité, sans grand intérêt, et avec un carnage absolu et des résultats presque nuls en réalité. Donc il dit bien tout haut ce qui se passe finalement. Oui, c'est son rôle à mon avis. C'est son rôle. Oui, c'est ça, le fou du roi. Il est le porte-voix, si je puis dire. Alors il faudrait quand même rajouter un petit élément d'actualité, puisque c'est dans les titres qui sont souvent sous-titrés. Je vous signale quand même que Wagner et Prigojine viennent d'être condamnés. Enfin, le Parlement français vient de considérer que Wagner et Wagner, c'était le corps paramilitaire que dirige Prigojine, est une organisation terroriste. Ça, c'est donc une résolution votée par le Parlement. Qui vient cet après-midi. Donc voilà. Alors, je dirais enfin, quelquefois, on pourrait dire enfin ça arrive. Bon, c'est vrai que c'est bien, mais on pourrait dire aussi, en exagérant quelquefois un peu, mais pas trop, que l'armée russe, telle qu'elle s'est conduite dans certains endroits, à Boutcha entre autres, a aussi des caractères d'une organisation terroriste. Donc si on condamne Prigojine pour les actes qui ont été faits, on pourrait aller un peu plus loin peut-être. Alors c'est beaucoup plus compliqué, j'entends bien, c'est une armée régulière, donc c'est plus difficile à condamner qu'une armée paramilitaire, enfin que des paramilitaires, mais quand même il y aurait une logique qui dit que aussi il faudrait d'abord la Cour pénale est saisie, enfin donc il y a un avant sur le sujet de Vladimir Poutine. Bien sûr, donc voilà, donc on pourrait éventuellement aussi dire qu'aujourd'hui, compte tenu du comportement de l'armée russe sur le terrain, eh bien elle se comporte comme une organisation terroriste. Sur justement cette armée, Virginie, vous avez interrogé, me semble-t-il, des jeunes qui
qui veulent fuir, en fait. Quelle est la proportion de ces jeunes qui veulent fuir le pays pour justement ne pas aller sur le terrain? Je sais que c'est compliqué à dire, mais... difficile à dire. On a observé depuis le début de la guerre une série de vagues. D'abord, il y a eu, le 24 septembre, tous ceux qui pouvaient partir de Russie rapidement parce qu'ils avaient l'argent, ils avaient les moyens économiques, et puis surtout, ils avaient un passeport étranger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Russes n'ont pas de passeport étranger qui leur permet de voyager partout à travers le monde. Il y a des pays amis de la Russie, comme le Kazakhstan, l'Arménie, qui accueillent ces Russes sans passeport étranger, avec un simple passeport intérieur, et qui continuent à les accueillir aujourd'hui. Donc il y a eu cette première vague. On a parlé, selon les estimations, de 700 000 à 1 million de jeunes Russes qui avaient fui la Russie. Et là, ces derniers temps, il y a eu un coup de pression supplémentaire, même si ce n'est pas encore rentré en vigueur. Il y a eu cet appel à la mobilisation électronique. Ça veut dire que bientôt, les jeunes Russes, une fois que le pouvoir leur a décidé, ils ont décidé d'envoyer les convocations pour le front via un système que tout le monde utilise par téléphone portable. C'est un système de service en ligne, de service public. Donc tout le monde, absolument tout le monde en Russie a son compte. Et les autorités estimeront que vous avez reçu cette convocation à partir du moment où ils vous l'auront posté sur ce compte-là. Et là, avant, si c'était fuyez... facile de fuir parce que on pouvait essayer d'éviter la convocation qui était remise en main propre. Et là, ce ne sera plus possible. Donc, vous devenez un traître à la patrie, bien sûr. Oui, on vous interdit de conduire, de vendre votre voiture, de louer un appartement, de partir à l'étranger. Effectivement. C'est une mort sociale. C'est une mort sociale. Donc, avant que ça rentre en vigueur, il y a eu un petit coup de pression chez ces jeunes Russes. Et donc, on assiste peut-être, là, il n'y a pas encore de chiffres qui permettent de le dire, à une nouvelle fuite de ces jeunes Russes hors de leur pays. Mais c'est très compliqué pour eux parce que s'ils n'ont pas fui jusqu'à présent, ça veut dire qu'ils n'avaient probablement pas les moyens de le faire. Et ceux qui ne veulent pas fuir, Jean de Glignati, est-ce qu'ils soutiennent? C'est toujours difficile à dire, mais il y a un tel niveau de propagande en Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ils sont favorables à cette guerre? Écoutez, il y a une majorité de Russes qui, sans être favorables à la guerre, soutient par légitimité, par souci de légitimité, le président, leur président. Et la propagande, enfin, l'idée que c'est l'Occident collectif qui est affronté à la Russie est une idée qui prend. Donc il faut considérer qu'il y a au moins une moitié de Russes. Mais quand on regarde ensuite, il y a des nuances. Parce qu'il y en a qui disent on soutient le président, mais cette guerre, c'est quand même pas génial. Donc vous avez il y en a qui disent il faut absolument faire la paix, mais aux conditions russes. Quand on regarde. Et puis, quand on regarde, il y en a d'autres qui disent il faut faire la paix, mais pas forcément aux conditions russes. Donc vous avez un soutien par légitimité, par ce légitimisme, si je puis dire, du président russe, ça c'est clair, c'est évident. Et puis ensuite, la nuance s'instaure, et la nuance, elle est mortifère à terme pour le régime. Pour le régime, oui. Régis? Oui, ce que je constate en lisant chaque jour, de longues heures parfois, les réseaux sociaux russes, c'est qu'on voit combien, où on rapporte des choses de ce qui se passe vraiment aux quatre coins de la Fédération de Russie, on voit combien les autorités locales, souvent, parfois fédérales, dépensent et usent de techniques, si j'ose dire, pour recruter, pour emmener les hommes sur le front. Alors ça passe par telle et telle région qui vont débloquer du budget, qui vont changer la législation locale pour créer la motivation pour partir. Donc, par exemple, on va, pour les femmes qui restent, on va donner des allocations, des choses comme ça. Également aussi des techniques pour attirer les hommes vers les bureaux d'enrôlement et d'enregistrement militaire, où on dit qu'il s'agit simplement de vérifier leurs papiers. Parfois des étudiants aussi dans certaines régions qu'on va carrément chercher, si j'ose dire. En tout cas, on va vérifier leurs papiers au sein de l'université. Donc, il y a quand même tout cela où on sent que chaque sujet de la fédération, chaque région essaie d'apporter ou à qui on demande probablement d'apporter son quota de soldats sur le front. Et on sent que c'est compliqué, effectivement, tout de même, d'aller les chercher, de les identifier. Et ça trahit quand même quelque chose, évidemment, peut-être un soutien pour la guerre, mais certainement pas une volonté d'aller se battre. D'où ce problème de cette deuxième mobilisation dont on parle depuis des mois et qui ne vient pas. Et cette contre-offensive ukrainienne qu'on attend, qui devrait être imminente, on sait assez peu de choses, Thierry Volton, là-dessus. Oui, le principe d'une offensive, on ne va pas dire on va attaquer demain matin. Ils ne disent rien, mais a priori, ça devrait être
sur plusieurs fronts. Oui. Bon. Non, franchement, personne n'en sait rien. Peut-être que certains militaires occidentaux le savent dans certaines organisations otaniennes. J'en sais rien. Bon, en ce qui concerne, je voudrais rebondir parce qu'il dit Régis, parce que c'est intéressant. Il faut savoir, par exemple, que dans les affiches, il y a des affiches qui disent « Sois un homme ». Viens vers l'armée, sois un homme. Et alors, ils promettent des salaires assez mirobolants. Alors, à mon avis, ils ne seront pas jamais versés, mais ça, c'est autre chose. Bon, et effectivement, des avantages pour les femmes qui restent, etc., comme l'a dit l'ambassadeur. Et alors, je dois dire, pour rebondir par rapport au début de notre émission, il y a beaucoup d'affiches aussi qui font le parallèle avec, pour mobilisation, avec Stalingrad, par exemple. Donc, avec la bataille de Stalingrad. Donc, participe. Le message, c'est de dire. Sur l'héroïsme. Oui, voilà, participe à la grande bataille qu'a connue l'Union soviétique, la bataille de Stalingrad qui a renversé le front. Et donc, c'est un peu un appel à la fierté, si je puis dire. Et je ferai un petit complément là-dessus aussi. Lorsque Poutine est allé à Mariupol il y a quelques mois, enfin quelques semaines, la nuit d'ailleurs, il était accompagné d'un vieux, en tout cas, qui avait été au siège de Leningrad. Il faut savoir que le siège de Leningrad était excessivement mortel. Il y a eu plus d'1 million de morts de faim à l'intérieur de Leningrad, qui était complètement assiégé par l'armée. Donc c'était un des vétérans. C'était un vétéran qui avait donc il y a encore une fois une logique, si je puis dire. Il entretient cette logique. La guerre d'hier, c'est la guerre d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une guerre sans fin. Comme je dis, c'est une guerre sans fin. Elle peut durer. Une guerre sans fin côté ukrainien, justement, sur cette contre-offensive. Monsieur l'ambassadeur, vous avez, vous, quelques infos. Qu'est-ce que ça pourrait être? Elle devait avoir lieu l'hiver. Finalement, on dit qu'elle va arriver au printemps, qu'elle est imminente. C'est encore mouillé. Donc, oui, c'est encore mouillé. C'est encore mouillé. C'est important à noter. Mais je crois que, malgré tout, comme j'ai dit tout à l'heure, les Ukrainiens sont tenus d'obtenir rapidement des résultats pour justifier l'aide internationale qu'ils ont reçue, notamment des États-Unis. Donc, il y a une sorte d'engagement moral, en fait. Donc, il faut qu'ils y arrivent, il faut qu'ils marquent des points, et je pense qu'il y aura une offensive, alors sous une forme peut-être variée, sur différents fronts. Enfin, c'est pas forcément une offensive qu'on s'imagine, avec concentration de force, percée, exploitation. Mais il y a une pression américaine, vous pensez, quand ils annoncent aujourd'hui 1,2 milliard. C'est pas une pression américaine, je dirais pas ça, c'est pas une pression politique, mais il va y avoir les élections aux États-Unis. La question ukrainienne va être une question en débat pendant la campagne électorale. Donc les Ukrainiens, ils doivent montrer des résultats assez vite dans ces circonstances. Le renseignement américain devrait quand même savoir à peu près ce qui va se passer. Le problème des Ukrainiens, parce que c'est un vrai problème, c'est que c'est un one-shot. C'est-à-dire que s'ils passent à l'offensive, ils ne pourront pas le faire une deuxième fois, parce qu'ils mettront tout leur paquet, si je puis dire, ils n'en ont pas énormément, et après, si jamais ça ne marche pas, ils vont être mal. Donc on peut comprendre que l'état-major ukrainien attend vraiment le bon moment et calcule le... Donc que ça soit moins mouillé. On parlait de la météo, mais c'est très important. Je vous signale que le débarquement de 6 juin 1944 a été reculé de plusieurs jours parce que la météo n'était pas favorable. Donc la météo était maîtresse en matière aussi de militaire. Virginie. Alors Evgeny Prigojine, à qui il ne faut accorder absolument aucun crédit, a dit récemment que en fait la contre-offensive ukrainienne avait déjà commencé. Qui croire? Qu'est-ce qu'on en sait? Ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, voire ces derniers jours, c'est qu'effectivement il y a eu des attaques de drones et des attaques côté russe faites par l'Ukraine sur des installations stratégiques, des stocks pétroliers. Il y a eu près de Briansk un sabotage de rails de chemin de fer qui servait à acheminer de l'armement russe. Donc ce sont des signes. Vendredi dernier, il y a des localités sous contrôle russe près de Zaporizhia qui ont été vidées de leurs habitants. Ils ont évacué les personnes âgées, les enfants. Est-ce que là aussi c'est un signe? On ne sait pas. Mais bon, cette contre-offensive ukrainienne arrivera un jour. Elle arrivera un jour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Virginie Pironnon, Thierry Volton, Jean de Glignasti. Merci à Régis Janté qui était avec nous à Tbilissi. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.